Conférence la fin de la démocratie, volontairement polémique, en jouant sur l'ambiguïté du mot fin. Fin, on peut l'entendre comme un but, fin, on peut aussi l'entendre comme un terme. Et la question que je me suis posée est la suivante: est-ce que la démocratie, à force de ne pas s'enquérir de ses fins, de ses buts communs, les buts communs qu'elle s'assigne, est-ce qu'elle n'est pas en train de courir à sa perte, c'est-à-dire à son terme? Alors, le menu des réjouissances. Premièrement, je vais vous parler un peu d'étymologie. J'aime beaucoup parler d'étymologie. Je suis très à cheval sur le sens des mots, et en particulier sur le mot démocratie, vous allez le voir. Ensuite, je vous parlerai du monde grec, du monde moderne, et j'opérerai un parallèle entre les deux pour que vous voyez... certains savent déjà de quoi je parle, mais pour que vous voyez un peu le gap entre les deux. Puis j'introduirai les notions de démocratie cardinale et démocratie ordinale qui se trouvent dans mon ouvrage, et j'expliciterai les deux. Et je parlerai de ce que j'appelle pour ce soir le lien rompu. J'espère avoir le temps de traiter ça. Alors, dans un premier temps, étymologie. Alors, démocratie, tout le monde sait, tout le monde connaît le mot. Tout le monde n'a pas fait forcément du grec, mais tout le monde connaît le mot démos, le mot kratos. Démos, le peuple. Kratos, le pouvoir. D'emblée, si on pense le peuple dans son entier, le pouvoir dans sa plénitude, il réside dans cette accointance entre le peuple et le pouvoir, une sorte d'aporie, c'est-à-dire un non-sens philosophique, au sens où le peuple dans son entier ne peut pas être porté au pouvoir dans sa plénitude. Face à cette aporie, les Grecs ont opté pour une diminution du kratos, du démos. Ils taillent dans le démos. Le démos chez les Grecs s'en tient aux citoyens, c'est-à-dire pas les femmes, pas les métèques et pas les esclaves. Par contre, le kratos chez eux est effectif, c'est un vrai pouvoir. Nous autres modernes, nous avons opéré un choix inverse, dans la mesure où le démos est bel et bien universel, mais le kratos s'en tient au suffrage universel. C'est un pouvoir qui n'est pas effectif, c'est une souveraineté, je reviendrai là-dessus, c'est une souveraineté sans pouvoir. Nous, de notre point de vue, les Grecs ne sont pas en démocratie, ils sont en oligarchie du fait que leur démos nous est abject. Vis-à-vis du sort réservé aux femmes et aux esclaves, le démos ne nous convient pas. Ils sont pour nous en oligarchie. Si les Grecs pouvaient regarder en avant et porter un jugement sur notre propre régime, je pense qu'ils nous considéraient également en oligarchie, mais pour des raisons opposées, tout simplement parce que notre kratos est nul. Notre kratos est vide. Se déplacer tous les 5 ans pour mettre un bulletin dans une urne, c'est pas un kratos. Donc, nous ne sommes pas en démocratie. Et c'est une première chose à noter. Deuxième chose, parce qu'on nous fait souvent le coup, quand on se met à critiquer la démocratie, on nous dit, écoute, si t'es pas content, on va vivre en Corée du Nord. Bon, on n'est pas non plus en dictature. On n'est ni en démocratie, ni en dictature, et on est dans un espèce de ventre mou, un entre-deux qui n'est pas vraiment politique. Et c'est là-dessus que j'ai désiré travailler, et savoir exactement où on en est, où on se trouve, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, etc. On n'est pas en démocratie, on n'est pas en dictature, on est dans un truc bizarre. Je referme ma parenthèse étymologique. Je vous parle maintenant des Grecs. Alors, les Grecs, il y a ce que j'appelle dans le livre 2 dyades. Je vais vous parler d'une dyade. Une dyade, c'est un couple de 2 principes qui sont, comment dirais-je, qui vont ensemble. Il y a chez les Grecs une dyade qui court tout au long de l'Antiquité, qui est l'un et le multiple. L'un et le multiple, c'est fondamental chez les Grecs, et en particulier du point de vue politique. L'un, chez les Grecs, c'est la cité. Le multiple, ce sont les citoyens de la cité, qui procèdent de la cité. Il y a un renversement à notre époque, je vais y revenir, parce que chez nous, pour nous, l'un, c'est l'individu, et le multiple, c'est la société des individus.
Donc l'un et le multiple, c'est quelque chose qui parcourt toute l'Antiquité, et en particulier chez l'auteur qui m'a accompagné dans ce livre, qui est le saint patron du cercle, monsieur Aristote. Alors Aristote, je me suis intéressé en particulier à sa philosophie morale et politique. Aristote, on peut lire en filigrane dans son éthique un droit naturel, c'est-à-dire un droit qui transcende les cultures, les civilisations, et qui s'appuie sur la contemplation de la nature. Toute la philosophie d'Aristote se base sur la contemplation de la nature, et sa philosophie politique et morale ne déroge pas à la règle. Donc il contemple la nature et il en tire un droit naturel au sujet de l'un et de multiples. Et ce qui est intéressant, c'est que le droit naturel d'Aristote fait droit à la fois à l'un et au multiple, dans la mesure où, du point de vue de l'un, Aristote contemple dans la nature le fait que l'homme est animal politique, rationnel. Ça, c'est la grande phrase qui a traversé les siècles, et on peut en tirer beaucoup de choses, et on l'a oublié à notre époque. L'homme est animal, politique, rationnel. C'est-à-dire que, bon, animal, je ne reviens pas là-dessus, politique, nous sommes condamnés, programmés à vivre ensemble, on s'aime ou pas, peu importe, nous sommes programmés à vivre ensemble, en troupeau. Et rationnel, l'homme est convié à faire le meilleur usage de sa raison, une raison qu'il détient comme aucun autre animal dans le règne animal. Et l'ordre importe, l'homme est animal, politique, rationnel, parce que c'est du fait qu'il est politique qu'il est rationnel. C'est-à-dire que c'est dans nos rapports mutuels que nous pouvons élaborer une pensée raisonnée. C'est parce que nous sommes des êtres politiques que nous sommes rationnels. L'un ne va pas sans l'autre, et politique vient avant rationnel. Donc voilà pour Aristote. Je ne vais pas m'étendre trop sur Aristote. Voilà ce qu'il tire de son droit naturel vis-à-vis de l'un. Alors vis-à-vis du multiple, pardon. Vis-à-vis du multiple, Aristote constate que nous sommes tous en tant qu'individus, je vous la fais courte, hein, parce que sinon on va faire une soirée philosophie, nous sommes tous porteurs d'un certain potentiel, de certaines potentialités à actualiser. Et nous actualisons ces potentialités dans notre condition politique, au sein de la cité, on dirait à notre époque au sein de la nation. Donc il y a chez Aristote l'un et le multiple, le zoon politikon, animal politique, et les potentialités de chaque individu. Rien n'est négligé, contrairement au droit naturel moderne, c'est-à-dire la consécration des droits de l'homme, qui mise avant tout sur l'individu. Il reste peu de place pour le multiple à notre époque, c'est-à-dire le tout. Le tout n'est considéré à notre époque que dans la mesure où il rend service à l'individu, pas en tant que tel. Voilà, je termine, je ferme ma parenthèse sur les Grecs. Je passe au moderne. Ce qui caractérise le plus le gap entre les Grecs et nous, c'est ce que j'appelle l'individualisme anthropologique. Alors par individualisme, je n'entends pas égoïsme, même si l'individualisme peut générer de l'égoïsme. L'individualisme anthropologique consiste à constater que l'homme, issu d'un état de nature où il est délié, contracte, c'est-à-dire passe contrat avec ses semblables en vue d'établir une société. Il le fait volontairement. Toutes et tous, nous fonctionnons dans le monde moderne sur cette fable du contrat social. C'est une chose qui distingue véritablement les anciens des modernes. L'ancien ne se conçoit pas à l'extérieur de sa cité. Le moderne est à l'origine de la société, non plus de la communauté qui a un rôle organique, mais de la société qui fonctionne sur le contrat. Pour faire pièce à cette fable du contrat social, c'est très simple. Alors le contrat social, vous savez peut-être, on le doit à Hobbes, puis Locke, puis Rousseau, puis Kant, et dernièrement même Rawls aux États-Unis est très, très présent depuis 40 ans. Depuis des gens comme Strauss ou Arendt sont morts, on ne parle que de Rawls. C'est le règne de Rawls, et c'est un contractualiste, Rawls.
Pour faire pièce à cette histoire de contrat social, c'est très simple. Si les gens, imaginons les individus dans un état de nature imaginaire, si les gens contractaient, pour contracter, ils ont besoin d'un langage commun. Le langage commun, il ne tombe pas du ciel, il s'élabore dans les relations de chacun avec chacun. Donc, dans un état communautaire. Autrement dit, le langage précède le contrat et le langage est lui-même précédé par la vie en communauté. Or, le contrat a vocation à créer la communauté, il est tout simplement caduc. Il ne sert à rien puisque la communauté précède le contrat. Donc le contrat social ne sert à rien, sauf à une chose, c'est flatter la présomption que nous avons de notre libre arbitre. Nous sommes déterminés politiquement, nous sommes déterminés à vivre ensemble et nous avons des égards vis-à-vis de notre communauté d'appartenance, nous avons des devoirs avant d'avoir des droits, mais la modernité ne l'entend pas de cette oreille et elle fonctionne de manière bancale sur le contrat social. Alors l'individualisme exulte à la fin du XVIIIe siècle dans les déclarations de droit, mais bien sûr il a germé bien avant ça. Ça aussi je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus. Je vous renvoie à mon livre. L'individualisme émerge avant tout de la féodalité. Il y a un moment crucial, que je trouve moi crucial, c'est le XIVe siècle. C'est un siècle fondamental, on apprend beaucoup de choses. C'est le début des États généraux qui conduiront où on sait, c'est le début de la Bastille qui conduira où on sait. Enfin, il se passe plein de choses, c'est le début des sociétés de capitaux, c'est le début du capitalisme et c'est le début de l'individualisme qui s'appuie sur la bourgeoisie d'affaires qui promet au roi de lui apporter son soutien financier en vue de la création d'un État moderne. Donc c'est le début de l'individualisme qui emprunte comme vecteur la bourgeoisie d'affaires. Cette bourgeoisie s'extirpe donc de la féodalité et traverse toute la période moderne. En histoire, il y a un découpage qui s'opère. La période moderne, c'est en gros 16e siècle, fin 18e. Et la bourgeoisie, l'individualisme, traverse toute la période moderne en ayant pour ennemi, si je puis dire, la religion, en ayant pour ennemi la religion, la verticalité religieuse. Il faut dire aussi que des penseurs comme Hobbes, Locke, Spinoza sont des gens qui ont vécu, Machiavel avant également, sont des gens qui ont vécu le conflit religieux dans leur chair, et il n'y avait pas de musulmans à l'époque, c'était que des chrétiens, et ces gens-là voulaient se démarquer de la religion. Ces gens-là ont participé, et on peut les comprendre, hein, il ne s'agit pas de les blâmer, on peut comprendre qu'ils aient participé à cette lente élaboration de l'individualisme qui se constitue en réaction aux faits religieux, en réaction, je dirais, à la verticalité religieuse. Et encore une fois, l'économisme intervient à ce moment-là, parce qu'on va demander au capitalisme, ça c'est très important, on demande au capitalisme, en gros, de noyer les passions religieuses qui sont sociales et mortifères, de les noyer dans les eaux glacées du calcul égoïste. C'est-à-dire, on va passer du paradigme de la religion au paradigme du marché. Le marché s'instaure, s'insinue jusqu'à nous. Alors, on vit en ce moment un retour du religieux parce qu'on en a ras-le-bol du marché, mais ça s'explique comme ça. Donc, l'individualisme et l'économisme s'accompagnent et vont aboutir à la troisième phase, au 18-19e siècle, à la massification, à l'entrée des masses sur le devant de la scène. Masses qu'il va falloir gérer et à qui il va falloir offrir un rôle politique. D'où les débuts on s'approche petit à petit d'un retour à ce qu'on appelle démocratie. Donc, pour en finir sur cette partie, juste une petite conclusion, entre les Grecs et nous, nous sommes tout simplement passés du zoon politikon, l'homme politique, à l'homo mercator, l'homme marchand. Voilà, on a changé totalement de paradigme. L'un vivait dans une communauté de type holiste, le suivant vit dans une société individualiste, avec tout ce que ça comporte, encore une fois, de bon et de mauvais. Je ne tire pas à boulet rouge sur l'individualisme, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi je connais mon arbre généalogique, je sais d'où je viens, et si on n'avait pas eu les Lumières, je ne serais pas là ce soir à vous parler, hein, donc
Je ne veux pas dire que je ne tire aucun profit de la modernité, mais elle doit accepter la critique. Ensuite, je vais m'étendre à présent, on arrive au 18-19e siècle, je vais m'étendre à présent sur deux concepts dont je parle dans le livre, c'est la démocratie cardinale, la démocratie ordinale. La démocratie cardinale, c'est la démocratie d'opinion. Alors pourquoi je lui ai donné un autre nom? Parce que je voulais opposer quelque chose, et opposer quelque chose à la démocratie d'opinion, c'était assez malvenu, démocratie du savoir, enfin, c'était très pompeux et ça tombait à plat. J'ai donc employé cardinal, ordinal. Cardinal en mathématiques, un adjectif numéral cardinal, ça réfère au nombre pour lui-même, au nombre sans autre fin que le nombre lui-même. Un adjectif numéral ordinal réfère à un certain ordre, à un certain arrangement, dans le nombre. Voilà pourquoi j'oppose démocratie cardinale à démocratie ordinale. Donc, les masses arrivent sur le devant de la scène, on passe 1789, et là, on enterre le régime monarchique, enfin, il va revenir encore au 19e siècle, mais enfin bon, il est quasi mort, et on passe à l'élaboration d'un nouveau type de régime. Les masses sont sur le devant de la scène, il faut les prendre en compte, il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, alors c'est pas le cas aux États-Unis, je parle plutôt de la France, mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, la France est composée, il y a 30 millions d'habitants, l'immense majorité c'est des paysans, et l'immense majorité d'entre eux sont analphabètes, clairement. Ce qui n'était pas le cas en Grèce, ils sont beaucoup plus analphabètes que les Grecs 2000 ans plus tôt. Va s'instaurer la volonté de créer un régime tout à fait singulier. Aux États-Unis, à l'époque, on n'appelait pas ça la démocratie. Quand on lit le Fédéraliste d'Hamilton et de Jay et Madison, Federalist Papers, c'est un condensé des écrits, des lettres écrits par les pères conscrits, les fondateurs de la nation américaine. Et dedans, ils sont catégoriques, il ne s'agit pas pour eux d'instituer une démocratie. Il s'agit d'instituer on appelle ça une république parce que c'est le mot fourre-tout, c'est un régime représentatif. On ne peut pas avoir une démocratie comme chez les Grecs dans un pays de plusieurs millions d'habitants, ça n'est pas possible. Donc ils sont catégoriques là-dessus. En France, ce qui va se passer, on va aussi tabler sur le gouvernement représentatif. En prenant en compte ce que je vous ai dit avant, individualisme, économisme, c'est-à-dire qu'en aval, il y a une neutralité, en amont, il y a une neutralité axiologique, les individus sont censés être tous déliés et soumis à leur seule volonté, à leur propre fin, sans véritablement de choses qui les relient entre eux, et en aval va primer dorénavant, depuis 200 ans, une logique totalement économique qui consiste à donner du poids à tout ce qui fédère des majorités. Le marché fonctionne comme ça, le régime représentatif fonctionne comme ça. Et critiquer la majorité, il y a sûrement des gens qui vont faire des gros yeux en disant mais c'est évident, la démocratie est fondée sur les majorités. Peut-être notre démocratie est fondée sur les majorités, mais il se trouve que c'est un principe totalement marchand. C'est comme ça que fonctionne le marché. Donc, pour parler plus spécifiquement du régime qui a été inventé, il faut que je dise deux mots, mais d'abord je vais boire un coup. Il faut que je dise deux mots de l'aristocratie et deux mots de la démocratie. Alors l'aristocratie, c'est le régime des aristoi, les meilleurs en grec. L'aristocratie a une grande vertu, selon moi, qui se double d'un grand vice. L'aristocratie promet de porter au pouvoir les meilleurs, et dans tout domaine, il y a des meilleurs. Il faut admettre que dans tout domaine, il y a des meilleurs. Le problème, c'est comment trouver ces meilleurs. Ça, c'est sujet difficile, mais l'aristocratie se propose, elle fait réellement droit au talent, et elle promet de porter au pouvoir les meilleurs. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'aristocratie vient nous dire, bon, le fait d'être meilleur, c'est héréditaire, le talent est héréditaire, et il y a donc une sclérose qui s'opère, et on vient toujours chercher les dirigeants dans les mêmes eaux. C'est-à-dire que on se confine, et ça devient, l'aristocratie dégénère en une oligarchie.
Voilà pour la vertu et le vice de l'aristocratie. Si je voulais employer une métaphore, je dirais que l'aristocrate, c'est un homme qui s'ouvre toute une autoroute politiquement et il la parcourt sur un vélo. Voilà à peu près la position de l'aristocrate. La démocratie est également une grande qualité, doublée d'un grand vice. Sa grande qualité, c'est qu'elle ne fait pas exception des personnes. Elle considère que le talent peut émerger de n'importe où et elle s'ouvre à tout, normalement, à tous les champs de la société. Elle veut trouver le talent, elle est prête à le chercher partout. Elle est ouverte à tous les vents. Le problème, c'est que, à force de se dire que le talent peut émerger de partout, elle en vient à conclure que le talent émerge de tout le monde. D'où que tout le monde se vaut, et sa pente naturelle est de tomber vers une sorte d'égalitarisme. Donc là, si je devais employer une métaphore, ce serait le démocrate, c'est plutôt quelqu'un qui est au volant d'une Ferrari et qui fait des tours sur un parking de grande surface. Et vis-à-vis de ça, le régime représentatif a été institué en croisant les deux, en essayant de trouver un régime hybride. Donc on se dit, on espérait qu'il croise les deux vertus. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un homme dans une Ferrari sur une autoroute. Et pas du tout. Ils ont croisé les deux vices. Ils ont croisé les deux vices parce que d'un côté, on conserve le côté sclérosé de l'oligarchie dans la professionnalisation, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes gens qui vont faire l'ENA, qui vont se présenter, qui vont faire de la politique et dont on va voir la tête à la télé. C'est toujours les mêmes, avec le même discours rodé, etc. Et de l'autre côté, il bride l'expression des talents par le suffrage universel, c'est-à-dire tout le monde en fait a le même poids politique, et ça nous semble évident, mais quand on dit que tout le monde a le même talent, finalement il n'y a plus de talent. Voilà. Et donc notre régime actuel, qui est un régime hybride, le dirigeant, notre président, si je voulais filer la métaphore, c'est un mec sur un vélo qui fait des tours sur un parking de grande surface, quoi. Voilà, en gros. C'est pas tout à fait fou. Oui. En scooter. Et donc le régime représentatif s'établit en léguant le kratos politique, ce qui ressemble le plus à le kratos des Grecs, à une faction de mercenaires, des gens qui sont payés pour. Il ne faut pas oublier que la démocratie grecque, c'est un régime d'amateurs. Là, on passe à la professionnalisation pour que la société civile puisse se consacrer à son rôle à elle, son rôle politique à elle. Et son rôle politique à elle, quel est-il? Produire, consommer. Produire, consommer. Produire, consommer. Et nos hommes politiques, alors là, on n'est plus dans une ère, dans une condition, on a perdu notre condition politique, on est véritablement dans une condition totalement économique. Et nos hommes politiques, la tâche qui leur incombe, c'est de gérer tout ça, de faire en sorte qu'il y ait une bonne production, une bonne consommation, et en plus, quand je consomme, j'invite certains à produire. C'est un cycle infernal qui produit de la croissance, et nous sommes aujourd'hui esclaves de la croissance. Et notre régime politique participe de tout ça. Il a été conçu pour l'accompagner. Quand aujourd'hui on dit que la démocratie, l'image qu'on s'en fait, le pire ennemi de la démocratie, c'est le capitalisme, quand on regarde bien l'histoire, c'est pas vrai du tout. Ils ont été cul et chemise pendant des siècles, et aujourd'hui, le marché présente la note, et c'est dur, donc le nombre, lui, se tourne vers les dirigeants politiques qui n'ont plus aucun pouvoir, qui sont comme de ronds-de-flanc, parce qu'ils n'ont pas été institués pour ça, ils ont été institués pour gérer simplement production, consommation, etc. Voilà les fondements de ce que j'appelle la démocratie cardinale, c'est-à-dire un mix entre aristocratie et démocratie, mais un très mauvais mix, qu'on est en train dont les gens sont en train d'être véritablement dégoûtés. C'est pour ça que j'en suis venu à écrire ce livre, parce que on sent venir une petite catastrophe dans la mesure où le dégoût engendre basculer de ce qui n'est pas une démocratie à une dictature. Il vaudrait mieux basculer vers ce qui peut être véritablement une démocratie fondée en raison et pas en nombre. Je vais donner
Un exemple de ce que j'appelle démocratie cardinale, en prenant pour exemple le phénomène de l'opinion. J'ai dit la démocratie cardinale, c'est la démocratie de l'opinion, une démocratie d'opinion. Qu'est-ce que l'opinion? Alors j'ai amené un dictionnaire, j'ai toujours un dictionnaire sur moi. Alors c'est pas le petit Valls illustré, c'est un Larousse. Opinion. Opinion, écoutez bien. Jugement, avis, sentiment qu'un individu ou un groupe émet sur un sujet. Jugement, avis, sentiment qu'un individu ou un groupe émet sur un sujet. Question, est-ce que le racisme est une opinion? Bon, le racisme est un délit. Et le racisme, quand on gratte un peu au départ, c'est une opinion. Je ne dis pas ça pour excuser le racisme. On est filmé, je risque gros. Je ne dis pas ça pour excuser le racisme, je dis ça pour mettre à mal la sacralité de l'opinion. C'est-à-dire que dans les opinions, il y a de bonnes opinions et il y a de mauvaises opinions. Et notre régime n'a pas appris à faire le distinguo. Il n'a pas été conçu pour ça. Il faut rappeler qu'on vit sous l'égide d'une neutralité axiologique. Et donc, on n'est pas fondé à faire une distinction entre les opinions. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Aristote, je reviens à lui, parle des endoxa. Les endoxa, ce sont des opinions. Que sont les opinions? Aristote part du principe, contrairement à Platon, qu'il y a du bon dans l'opinion. C'est-à-dire que c'est comme une pépite avec une gangue autour. Et il nous appartient de casser cette gangue pour en sortir la pépite. C'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on reste avec la gangue, le racisme par exemple. Et on n'essaye pas de répondre au racisme par la raison. On considère le racisme comme une maladie sociale. Et plutôt que de combattre le racisme, on endigue le mal. C'est-à-dire qu'on empêche l'expression de mots racistes, parce que comme notre régime est fondé sur le nombre, sur ce qui crée des majorités, toutes les majorités sont bonnes à prendre, à partir du moment où quelqu'un produit une pensée raciste, si jamais par malheur il fédère autour de lui une majorité, bah, il fait un hold-up sur la démocratie. Il emmène la démocratie qui n'est pas fondée sur des jugements de valeur, il la fait basculer du côté du mal. C'est problématique à notre époque, ça. D'où l'intérêt, comme on ne peut pas revenir sur la logique du nombre, d'agir en amont et de brider la parole, de brider la liberté d'expression. Alors, brider la liberté d'expression des racistes, c'est une chose, mais brider la liberté d'expression des gens que l'on estime être racistes, c'est déjà plus ambigu, et brimer la liberté d'expression des gens qui, en constatant le réel, peuvent provoquer chez certains des opinions racistes, c'est encore plus problématique. Là, on devient vraiment, on remet en cause véritablement le principe de liberté d'expression au nom du principe de démocratie d'opinion, cardinal donc. Pour finir là-dessus, je vais vous donner un exemple de démocratie ordinale. C'est pas tout ça, mais qu'est-ce que c'est que la démocratie ordinale? Bon, j'écris à peu près 10-15 pages, je fais une sorte de jeu de rôle où j'essaye d'établir ce que pourrait être une démocratie ordinale dans le livre. Je vais vous donner un exemple qui est pour moi une résurgence de la démocratie antique. C'est vraiment, pour moi, la dernière enclave démocratique à notre époque, c'est le jury d'assises. Alors le jury d'assises, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'en faire partie, moi non, mais ce sont des gens qui sont convoqués, toutes affaires cessantes, le patron n'a pas le choix, il doit les laisser partir, pour statuer sur le sort d'une personne qui est d'un criminel. Et ces gens ne demandent pas à l'être, ça n'est pas un droit, c'est un devoir. Ces gens ne demandent pas à l'être et ils ne peuvent pas déroger, ils sont obligés de s'y rendre. Et ils se réunissent en petit comité, le jury d'assises, un vrai comité, et là-dedans, à l'intérieur de cette comité, qui est préservé de tous les ferments de marché, c'est-à-dire que, par exemple, les médias ne mettent pas leur nez dans cette histoire, ils sont vraiment fonctionnent à huis clos. On a affaire à un petit comité de gens qui ne se connaissent pas et qui sont relativement homogènes et qui statuent. Et voilà, dans ce cas-là, la majorité est fondée. La majorité est fondée parce qu'on a affaire à une petite communauté de gens relativement homogènes qui ne se connaissent pas, et les médias ne viennent pas parasiter
ne viennent pas faire de l'entrisme, ne viennent pas provoquer les lobbies ou la démagogie, et on obtient une véritable délibération véritablement démocratique. On a affaire à un véritable démos dans la mesure où ces gens sont issus du peuple, ce sont des vrais gens, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des gens ordinaires que l'on met dans une situation extraordinaire et on leur demande une expertise. Et après, ils retournent, ils rendent compte et ils retournent dans la société civile. Voilà comment s'organise véritablement, sur quoi devrait reposer une démocratie. On est loin du compte, mais cette enclave est encore valide. Je finis rapidement, j'ai très peu de temps, sur ce que j'appelais le lien rompu. Le lien rompu, quand on étudie un peu la modernité, qui s'appuie sur l'individualisme, et quand on étudie le libéralisme, qui se constitue contre la religion et s'appuie sur l'individualisme, on constate que le libéralisme, à partir d'un certain moment, inclut un schisme, c'est-à-dire que certains libéraux, dans le tournant du 19e siècle, vont se rendre compte que la société industrielle, que la révolution industrielle engendre son lot de laissés pour compte, et ces gens, je dirais un peu en héritier du christianisme, se sentent une âme qui est tout à leur honneur, une âme charitable, et font sécession. Ce sont des libéraux dans la mesure où ils sont, pour eux, l'individu est l'alpha et l'oméga de la condition politique, mais ils ne sont plus libéraux, enfin ils s'extirpent, ils deviennent socialistes. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'un monde ne peut pas vivre simplement avec le marché spontané et les individus déliés. Ils se rendent compte qu'il y a un lien qui s'est défait. Les socialistes se rendent compte de ce lien. Et ils escomptent s'appuyer sur l'État pour recomposer du lien. Seulement, ils veulent reconstituer du commun, leur commun à eux c'est du social, mais tout en s'appuyant, tout en bannissant toute idée de verticalité qui insupporte la gauche. Cette idée de verticalité, de transcendance, de racines, de tradition, tout ça, je dis la gauche, pas tous les gens de gauche, mais il y a des gens au sein de la gauche, qui sont au pouvoir notamment, que ça répugne. Si vous prenez un auteur comme Karl Polanyi, c'est un économiste très intéressant qui se dit socialiste et qui, pour couper l'herbe sous le pied des capitalistes, commence à faire de l'histoire antique, de l'anthropologie. Il s'intéresse à Aristote, il redéterre Aristote parce qu'il se rend compte du lien perdu. Seulement il fait son marché chez Aristote. C'est-à-dire que Aristote promeut deux justices, une justice économique qui plaît aux libéraux, et une justice politique qui est redistributive, qui s'appuie non pas sur une égalité stricte, mais une égalité proportionnelle. C'est-à-dire que l'État distribue en fonction des besoins, il les distribue aussi en fonction des talents. Le socialiste laisse tomber